Notre fille. Bonjour. Est-ce que je commence à te présenter en attendant qu'Emmanuel arrive? Oui. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Allez, c'est parti. Donc, comme vous avez pu l'apercevoir, bon, désolé pour les gens en ligne qui ne voient pas la salle, mais nous avons une très très belle exposition photographique qui vient d'être installée avec moult péripéties d'accrochage, mais ça s'est bien passé quand même. Et donc, je vais présenter un petit peu ton parcours, ton travail. Toi, donc, tu interroges, donc tu t'appelles Lotfi Beniel, tu es franco, des Beniels, pardon, excuse-moi. Tu es franco-algérien, Alger, oui, c'est ça, Oui. absolument. Et tu interroges l'inconfort et la perturbation des espaces intimes que vit l'habitant de la ville moderne. Lotfi, cette interrogation sur l'inconfort et la perturbation des espaces intimes, elle trouve son origine dans ta chambre d'enfant à Alger, qui donnait sur l'esplanade d'où le général de Gaulle avait prononcé son célèbre « Je vous ai compris ». Cette chambre, elle a été construite à l'origine pour être un salon. La pièce était devenue à l'indépendance un espace partagé, qui était chambre d'enfant la nuit et qu'il fallait réagencer en pièce d'accueil en journée. Plus tard, il y a une image qui te marque, c'est les habitants des bidonvilles, donc à Alger, qui émergent des ravins algérois et qui empruntent les chemins de terre que leurs trajets répétés ont tracés aux abords des routes. Quand tu es adulte, tu choisis la photographie et tu décides de travailler sur l'expansion urbaine de ta ville natale, donc qui est Alger. Et donc avec Alger, ville intime et espace urbain, tu explores les dynamiques urbaines et sociales et familiales qui façonnent la ville d'Alger. Euh, à l'interaction des espaces publics et privés, tu t'intéresses aux rituels urbains des habitants. Ces moments qui sont souvent ordinaires en apparence, ils sont imprégnés de significations sociales et mémoriales qui forgent l'identité de la ville. Ton travail, il éclaire aussi la relation complexe entre les individus et leur environnement bâti. En documentant la transformation des habitats et des quartiers, et en examinant l'évolution historique des bidonvilles dans le cadre de l'urbanisation continue d'Alger, tu dresses un portrait nuancé d'une métropole en pleine extension. Ton travail, donc, il remet en question les catégories péjoratives qui sont utilisées dans l'aménagement urbain de l'Algérie postcoloniale et plus généralement dans les pays du Sud. Les habitants des bidonvilles et des nouveaux quartiers sont pour toi des contributeurs de propositions formelles et participent à la permanence d'architecture locale au XXIe siècle. En parallèle de ta recherche à Alger, tu as travaillé à Calais en 2016 et à La Courneuve en 2020. Ton ensemble photographique qui s'appelle Habiter Calais a été exposé au CPIF. Est-ce que tu peux me... Centre photographique d'Île-de-France. Centre photographique d'Île-de-France, parfait. Et au Centre Pompidou. Euh, la ville de La Courneuve t'a aussi confié la mission photographique qui s'appelle Mémoire Courneuvienne, pardon, en 2021. Tu as bénéficié d'une bourse de soutien CNAP, Centre national des arts plastiques, si je ne m'abuse, j'ai bien retenu ma leçon, pour ton projet Vie et forme du Nouvel Alger. Et tes œuvres ont fait l'objet d'acquisition par le Centre national des arts plastiques et la ville de La Courneuve. Voilà, bienvenue, on est très content de te recevoir et d'avoir tes belles photos à l'intérieur de l'IREMO. Est-ce que Emmanuel Nallement est arrivé? Eh bien, formidable, installez-vous, je vous microte et je vais vous mettre au micro, alors, j'ai pas. C'est bon. Eh ben, je vais vous présenter, Emmanuel Lallemand, bienvenue. Merci. Vous êtes donc anthropologue, vous êtes professeur à l'Institut d'études européennes à l'Université Paris 8. Vous êtes responsable du master études européennes et internationales et vous êtes responsable pédagogique du parcours villes européennes, urbanisme, aménagement et dynamique sociale. Vous êtes également membre du LAVU. Alors, qu'est-ce que le LAVU? Laboratoire Architecture, Ville, Urbanisme, Environnement. LAVUE. D'accord. Je vais laisser la parole en priorité du coup à vous, Lotfi, pour présenter votre travail. Et puis Emmanuel viendra recontextualiser un petit peu, voilà, apporter votre touche d'anthropologue Avec grand plaisir. sur ce travail-là. Et on va être ensemble pour à peu près 1 heure et demie. Et ensuite, on aura un petit pot. Voilà. Ah oui, non, mais on fait les choses bien, nous. Désolé pour les gens en ligne. Pour célébrer un petit peu l'événement. Et je te laisse la parole, Lotfi. Merci d'être venu. Johan m'a présenté, donc je vais d'abord
commencer par la présentation de l'ensemble photographique, Alger, ville intime et espace urbain. Je pense qu'on peut le démarrer avec la présentation PDF qui est prévue ici. Alger, ville intime et espace urbain. Donc ce projet a démarré. On peut directement aller à la première image, à la première photographie. Ce projet a démarré en 2013, en fait, 2013-2014. C'est un projet... C'est un projet qui a eu deux étapes. Une première étape justement entre 2014 et 2016, dans laquelle je me suis intéressé à la famille. J'avais un questionnement en photographie qui était comment représenter les changements. Et je pressentais que ces changements dans la ville, les changements dans la manière d'habiter, étaient vraiment liés à la question de la manière dont nous, Algériens, notre rapport à la famille, notre rapport interne à la famille changeait, nos relations avec nos proches changeaient. Et je voyais que ça avait un impact sur la manière d'habiter et sur ce qu'on recherchait comme habitat. Ça, c'était vraiment la première partie de la mission qui a duré entre 2014-2015. Et ensuite, j'ai travaillé, donc, comme Joanne l'a dit, à Calais, dans le cadre toujours d'une mission, une autre mission du Centre national des arts plastiques. J'ai travaillé à la jungle et dans les bidonvilles. Et ensuite, je travaillais à la Courneuve, donc, et récemment, j'ai eu la possibilité de finir à travers une deuxième mission avec le soutien du Centre national des arts plastiques, une deuxième mission qui était sur l'étude de la vie des formes et comment l'habitat en tant que forme changeait. En fait, c'est tout simplement, ça a permis de compléter ce que j'avais pu faire dans le cadre de la première mission. Donc là, aujourd'hui, ce que vous avez sous les yeux dans cette exposition, c'est les deux ensembles qui ont été regroupés sous ce titre « Vie et forme du Nouvel Alger ». Parce que finalement, ce que j'ai constaté avec le temps, c'est que le premier ensemble, finalement, se déversait dans le second et que la question de la vie des formes posée elle intégrait avec elle tous ces questionnements liés à la famille, au rôle de la famille, à la manière dont l'habitat changeait, mais aussi à la manière dont tout ce qu'on construit comme décor, comme motif, comment on fait nos intérieurs et comment on les rend vivables pour nous, ça revenait vers ce rapport intime que l'on a avec l'espace dans lequel on vit et comment ce rapport intime peut être perturbé, comment on négocie avec la politique urbaine, avec la manière dont la règle urbaine lance des grandes orientations et que derrière nous, on s'ajuste et on s'inscrit dans cette trame urbaine pour faire notre habitat. Alors ici, on est une semaine avant le départ d'une famille qui est la mienne, ma famille maternelle. C'est une famille dont 4 générations ont vécu à Alger Centre, dans un grand appartement du centre-ville qui avait auparavant appartenu à des colons, que des colons ont quitté, enfin le terme colon des pieds noirs, pardon, des pieds noirs ont quitté. Cet appartement a hébergé 4 générations donc sous le même toit. C'est une réalité que de très très nombreuses familles ont vécu. Donc un appartement colonial, je pense que plusieurs personnes ici ont cette expérience. Il n'est pas fait pour 4 générations, 3 générations qui est la norme. Et du coup, quand on a grandi à Alger, Joanne l'a rappelé, on s'adapte à l'espace, on l'adapte en fait. Il n'y a pas de chambre privée d'enfants, par exemple. C'est quelque chose qui peut arriver, mais c'est rare. Généralement, on adapte nos intérieurs et les chambres d'enfants en particulier ont double usage. C'est des pièces de sommeil, mais ça peut être des pièces d'accueil également. Donc il y a eu c'est durant les années qui ont suivi l'indépendance de 1962 jusqu'à ces années récentes, il y a eu un très long mouvement qui fait qu'on a eu cette opportunité, cette chance en tant qu'Algériens de vivre dans ces habitats, de récupérer ces habitats et finalement pouvoir nous installer dans la ville dont nos ancêtres avaient été chassés. Et finalement,
très vite se retrouver à l'étroit, étriqué, dans une ville surpeuplée, dont la rue est densément peuplée, densément fréquentée. Et là, mon neveu, qui est dans un rapport de jeu avec moi, hein, donc il m'imite. En fait, il fait semblant de photographier la rue avec un appareil défectueux. Là, il s'apprête, lui, à partir. En fait, il a déjà parti en réalité, puisque son père ne vit plus dans l'appartement. Et il est juste gardé par sa grand-mère et dans la journée. Donc, il est là, en fait, c'est la fin, en fait, de cette famille dans Alger Centre. Elle s'apprête à partir vers la banlieue, qui est Fort de l'Eau. En fait, l'ancien nom, c'est Fort de l'Eau, Borj El Kefan, qui est son nom actuel. Une des choses qui m'intéressait, cette photo est importante pour moi. Si on regarde le décor, une des interrogations que j'avais, c'était pourquoi, quand on a une ville coloniale, finalement, il y a quand même quelque chose, et nous-mêmes, on a ce sentiment en Algérie, qu'il y a une unité de la forme architecturale coloniale. Et que même quand on y rajoute des choses, finalement, ça semble s'insérer et créer quelque chose d'assez homogène. On reconnaît des éléments du décor colonial, le volet, les balcons juste en face, et le sol du balcon. Pourtant, des éléments sont rajoutés. Vous voyez le lino en bas, vous voyez la commode, qui est une commode classique de l'artisanat algérien. Il y a une télé qu'on voit mieux dans le tirage. Mais tout ça fonctionne. On reconnaît immédiatement la ville coloniale. Donc, le deuxième aspect de mon travail était cette étude de la forme. C'était vers quelle ville on allait, nous, en tant qu'Algériens, qui n'était plus la ville coloniale, et qui était une nouvelle ville, une nouvelle forme de ville. Et comment la représenter au mieux en photographie, de ne pas la représenter de manière dénigrante à travers les grands mots de l'urbanisme, de l'habitat informe, désincarné, du non-lieu. Et je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est un habitat, l'habitat moderne algérien. Il s'est inspiré des normes architecturales contemporaines, mais je pense qu'il a une positivité, et je voulais l'envisager dans sa positivité. Donc là, on est dans certaines images, je les ai rajoutées parce que l'espace étant limité, je pense que ça apporte quelque chose, mais du coup, certaines photographies vont être là et vous n'allez pas les voir accrochées au mur. C'est le cas de celle-là. Là, on est dans la rue Didouche Mourad. La rue Didouche Mourad, c'est l'artère principale d'Alger. C'est une petite artère, en fait, quand on regarde les grandes artères de ville. Là, on est toujours dans le centre-ville, la ville coloniale. Ce qu'on peut voir, en fait, c'est que il y a plusieurs strates de l'architecture française en Algérie. En fait, aujourd'hui, on tend à considérer l'architecture française dans son unité, mais en fait, quand on la regarde de près, elle est extrêmement diverse. Je suis tombé il n'y a pas très longtemps sur un texte de Camille Saint-Saëns, qui était algérois, qui donc, dans les années 1870, trouvait que l'architecture française en Algérie était un peu un bazar, qu'elle n'avait pas d'ordre et qu'elle devait s'inspirer de l'architecture locale, qui elle avait une unité, contrairement à l'architecture coloniale. Donc en fait, un des points que l'on peut voir ici, c'est qu'on a créé cette unité. C'est nous qui, dans notre regard, avons avancé vers le fait d'unifier l'architecture coloniale. Mais en réalité, elle ne va pas de soi quand on la regarde de près. En haut, on a le Télémli, qui est un quartier des hauteurs, des premières hauteurs d'Alger, en considérant que le quartier de la Grande Poste est le centre. Ben là, on a un immeuble années 30. Quand on descend, on s'aperçoit que l'immeuble là, que vous voyez au milieu de la rue descendante, c'est un immeuble dont les formes sont celles dites des arabisances, c'est-à-dire du moment dans les années 1910-1920 où l'architecture française en Algérie a essayé de prendre des formes de l'architecture locale pour les intégrer au style haussmannien. Et quand on arrive vers la rue Didouche Mourad, là, on a le style méditerranéen
et un bâtiment qui est déjà vers un style années 30, juste en face. Donc en réalité, on a 4 styles architecturaux distincts dans une même rue, dans le centre-ville d'Alger. Donc tout ça pour dire que l'unité que l'on donne aujourd'hui à la ville coloniale, on l'a construite en fait. En réalité, les tendances et les styles sont éparses. Et on peut en continuer à descendre. Là, je vous ai parlé des immeubles, mais si vous êtes attentif au sol, le sol, en réalité, n'est pas du tout un sol colonial. Et pourtant, aujourd'hui, ce sol-là, qui malheureusement est en cours de remplacement dans le centre-ville d'Alger, ce sol-là est un sol des années 80, si mes souvenirs sont bons. Et quand on l'a vu arriver, on a été déstabilisé. On s'est dit, ça jure avec le reste. Et dans une discussion, il y a quelques années, j'ai réalisé que mon interlocuteur, qui était jeune, qui est né dans les années 2000, était convaincu que ce sol était un sol colonial. Et alors, donc en fait, c'est-à-dire que c'est cette manière d'unifier que nous avons qui m'a intéressé, que je voulais aussi travailler dans cet ensemble photographique. Là, on est toujours dans le centre-ville, c'est l'immeuble La Parisienne. Je pense qu'il y a plusieurs Algérois dans la salle et qui reconnaissent l'immeuble. Donc du coup, c'est un immeuble qui est un immeuble historique qui à l'époque coloniale était une pâtisserie très célèbre, et au rez-de-chaussée en tout cas, il y avait des habitations au-dessus. Et la pâtisserie a continué, elle a été reprise par un Algérien. Et en 2003, lors du tremblement de terre, l'immeuble s'est affaissé et effondré. Donc c'est une des fragilités de la ville, c'est que le sol n'est pas stable. Et le sol n'est pas stable, beaucoup de pans du sol sont sablonneux à différents endroits, ou au contraire on bascule dans de la roche, donc des éléments beaucoup plus durs et plus difficiles à construire. Donc là, par contre, ce qui a affaibli cet immeuble, au-delà de l'état du sol, c'est vraiment un tremblement de terre. C'est difficile d'obtenir une information officielle, mais l'information qui a été communiquée est que au fur et à mesure où l'activité de la pâtisserie a dû se développer, eh bien, il y a eu des choix de construction qui ont été faits, qui ont affaibli l'immeuble. Et donc, du coup, à partir de 2003, il y a eu une bataille juridique pour récupérer cet immeuble qui est extrêmement bien placé, qui est en plein centre-ville, qui est dans la zone qui mène du quartier Audin. Donc il y a un peu un nœud de transport vers un autre nœud de transport qui est le quartier de la Grande Poste. Donc du coup, cet immeuble aujourd'hui est en cours de réaffectation. Il a été finalement démantelé ces dernières années, et aujourd'hui il va être remplacé par un centre commercial qui est en cours de construction, un centre commercial moderne, vaguement inspiré de l'architecture années 30, mais ça reste quand même quelque chose de moderne. Là, on a une revendication. On a toujours un effondrement qui est consécutif à ce tremblement de terre de 2003. Et comme pour l'immeuble La Parisienne, ça n'a pas été un effondrement instantané. Ça a été plutôt un affaissement des structures. Du coup, l'immeuble a été évacué. Il est resté non affecté pendant quelques années jusqu'à ce que le marché qui était dans le prolongement de ce que l'on voit là. Donc c'était pas un immeuble haut, c'était un immeuble de rez-de-chaussée. Eh bien, cet immeuble s'est effondré. Dès le lendemain de l'effondrement, ou dans les jours qui ont suivi, il y a eu un déblayement et cette inscription est apparue. Donc elle demande, cette inscription, on demande à ce que cette place qui s'est libérée dans Alger soit transformée en marché. Donc quand on lit la revendication, on demande, si Dieu veut, que ce marché soit nommé du nom d'une martyre, et que ceux qui adressent cette demande sont les jeunes du quartier. Et l'adresse est très, très formulée. Ce que les jeunes du quartier, qui ne se définissent pas, ils ne donnent pas d'identité, ils l'adressent finalement au préfet et au maire, et ils demandent donc à ce que cet endroit devienne un marché. Il y a un sous-texte à cette demande.
on peut partir de ce qu'elle contient. On voit qu'il y a un drapeau associé, le drapeau est replié, mais il y a le drapeau. On voit qu'il y a à la fois il y a aussi un ton obséquieux vis-à-vis des autorités. Donc on suit finalement un formalisme de reconnaissance de l'autorité. On demande à ce que ce marché soit nommé du nom d'un martyr, ce qui est aussi une demande, le respect d'un code, puisqu'on nomme dans le centre-ville très souvent les lieux, les places, les immeubles, les rues du nom de martyrs. Mais en réalité, l'autre sous-texte, c'est que cette place, et c'est ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi, cette place risquait d'être prise pour garer les voitures, en fait. C'est que très souvent, d'autres jeunes se constituent en groupe, parfois parrainés, parfois parrainés, et prennent possession de ces endroits-là et organisent des parkings, parce que c'est une ville petite à cet endroit-là, et extrêmement dense, extrêmement fréquentée, et garer sa voiture peut être extrêmement pénible. Et c'est vrai que d'autres jeunes peuvent se retrouver en situation de pouvoir trouver du travail facilement, simplement, en garant des voitures. Donc, garer sa voiture, parfois des rues, aujourd'hui c'est moins le cas, mais il est arrivé à certaines époques que des rues entières soient entre guillemets privatisées par des groupes de jeunes. Donc des places libérées, comme ça, peuvent pendant quelques périodes être occupées par des jeunes. Il se trouve que cette photo a été prise à un moment où la place n'était pas encore affectée, et c'est bien ce qui s'est passé quelques mois plus tard. Un groupe de jeunes a pris possession de la place et l'a transformée en parking. Ça a duré quelques années, jusqu'à ce que les habitants, soutenus par la mairie qui est juste derrière, que l'on voit au bout de la rue, finalement arrivent à récupérer le terrain. Ils ont construit des jardinières que l'on voit qu'on ne voit pas, mais que l'on voit qui sont maintenant sur le côté pour la fermer. Mais en réalité, la place n'est pas encore affectée à ce jour. Et par contre, la chose qui est intéressante, c'est que quand bien même les jeunes ont occupé un moment pour faire du parking, personne n'a jamais effacé la demande. Et le drapeau n'a jamais été décroché. Et aujourd'hui, alors même qu'on peut considérer que les autorités ont repris la main sur ce terrain, l'adresse, qui est une sorte d'invitation à ouvrir le débat sur l'affectation d'un terrain, donc on n'est pas dans la notion de l'espace public au sens d'Habermas, d'un espace public d'influence où on peut formuler une idée et la mettre sur le débat, la mettre sur la place pour créer un débat et influencer une décision politique, mais on est quand même dans l'amorce de quelque chose qui va vers ça. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que des jeunes non nommés, non identifiés, posent quand même une question de démocratie finalement participative dans la décision de l'affectation d'une place à cet endroit-là, d'affectation d'un rôle en fait et d'une destination. Parce que les jeunes en Algérie, c'est plus de 60% de la population. C'est près de 70% de la population. Et la question du travail et de l'emploi des jeunes est une vraie question. Et on présente souvent l'économie informelle comme quelque chose qui ne va pas. Mais placé dans le contexte algérois, il faut voir qu'en réalité, on n'est pas dans des... Quand je parlais des jeunes qui garent les voitures, on n'est pas forcément dans des scénarios de gang, en fait. On est plutôt vraiment dans des scénarios qui sont à la limite du petit entrepreneur. On est dans quelque chose qui est d'une tentative d'insertion dans l'économie et qu'on sort quand même d'une situation où, dans les années 80, beaucoup de jeunes se sont retrouvés exclus. C'est-à-dire quand bien même ils faisaient des études, ils se sont retrouvés exclus parce qu'il n'y avait pas de travail. Et c'est une partie significative de la jeunesse s'est retrouvée sans travail à cette époque-là. On les désignait sur un mot qui a petit à petit diminué, je ne l'entends plus, qui est le mot hétiste, qui veut dire qui tient le mur, en fait, la personne qui tient le mur.
Ce mot a disparu parce qu'il était très dénigrant en fait. En réalité, je pense qu'on s'est aperçu qu'on dénigrait nos propres enfants en fait. Et c'était très humiliant pour les jeunes qui, à cette époque-là, parfois sortaient d'études ou sortaient d'école et n'avaient pas d'autre possibilité que d'aller tenir le mur, en effet, pour discuter, passer du temps avec leurs amis. Mais en même temps, on n'avait pas assez débouchés. Ces débouchés économiques. Et ces petits métiers ont constitué un premier pas vers ces débouchés économiques. Et ce qu'il faut voir, c'est aussi que ça agace beaucoup de monde. Ça agace les habitants, ça agace les commerçants du coin, mais qu'il y a une forme de modération qui s'est installée, parce qu'en même temps, on constate qu'il y a l'idée qu'ils avancent, il y a l'idée qu'ils construisent quelque chose, quand bien même ça dérange, il faut négocier la place et trouver une place commune. Ces jeunes, si on compare aux jeunes qui ont inscrit la revendication, donc qui demandaient une affectation de la place et on peut considérer qu'ils se placent du côté de l'économie officielle, alors que les autres non. Mais en réalité, parfois, ça peut être des amis, ça peut être des gens de la même famille, ça peut être des gens qui se fréquentent, des gens qui sont dans le même immeuble. Voilà. Mais en tout cas, il y a ce rapport aujourd'hui à la jeunesse. Et ici, on est devant cette photo, c'est une dispute. C'est une provocation. En fait, c'est la personne que vous voyez sur la droite, qui est entre guillemets le chef garagiste, qui est un jeune qui récupère des voitures et les lave. Là, il avait une voiture et ils écoutaient. Là, on est en plein centre d'Alger, on est à Didouche, et donc il lave la voiture et ils écoutaient de la musique. Donc en fait, une dame qui habitait en haut, à un moment, était dérangée par la musique. Ils n'ont pas baissé. Résultat, elle leur a ajouté une carcasse de poulet sur la voiture qu'ils étaient en train de laver. Ça les a énervés. Ils ont monté le son. Et donc là, on est au moment où un habitant vient et en fait, ils sont en train de se chauffer. Ils sont en train de lever le menton. Ce point, pour moi, était important parce que quand j'étais à Alger, il y a une tension à Alger, hein, comme dans toute grande ville, mais il y a une tension spécifique qui, moi, m'intéressait et que je recherchais. Par contre, je ne savais absolument pas comment la représenter. Et donc je l'ai cherché dans la ville et quand j'ai fait cette photo, je me suis dit ah ben voilà, j'ai trouvé, c'était vraiment ça. Et quand je l'ai développé cette photo, je me suis dit je voyais pas vraiment la tension en fait. Ils se regardent, ils sont les épaules rabaissées, donc du coup j'arrivais pas à lire cette image comme un portrait de la tension à Alger. Et en fait, avec le temps, j'ai réalisé qu'en réalité, quand on se provoque et quand on se chauffe, en réalité, on va rarement à la bagarre et c'est justement l'idée de ne pas aller à la bagarre. En réalité, ils sont juste en train de s'ajuster l'un à l'autre pour finalement aller en contrôle de cette tension, rebaisser et s'en aller. Et c'est exactement ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont chauffés, la voix est montée, ça a paru très stressant. La personne qui était avec moi m'a dit « Viens, on s'en va ». Et je ne voulais pas m'en aller. Et finalement... et finalement, c'est reparti. Chacun est reparti de son côté. Ils ont fini de laver la voiture, ils sont partis. Voilà. Donc pour moi, cette photographie dit aussi une question de ce que je recherchais en photographie et de la manière dont je l'ai précisé sur ces 10 dernières années. Je recherchais moins finalement une théâtralité qui est de l'ordre du drame. Et quand je disais que je cherchais une tension, c'est vrai qu'au début, il y avait quelque chose qui était de l'ordre du presque la bagarre en fait finalement. Et j'ai réalisé après que en réalité c'était un piège. Parce que en fait, en photographie, à un moment donné, il est peut-être intéressant justement de voir ce qui est dans le quotidien, et ce qui est dans le quotidien ne contient en réalité pas de drame. Le drame est quelque chose d'extérieur, en fait, c'est une narration, et que je devais l'écarter. Et en réalité, dans ce que cette photographie montre, c'est qu'ils font quelque chose de classique et de commun dans la ville, c'est-à-dire que quand il y a un conflit, ils s'ajustent pour le régler. Alors, du coup, il y a le centre-ville. Là, je viens de parler du centre-ville. Mais il y a à l'extérieur, il y a le bidonville. Et le bidonville, à un moment donné, quand j'ai commencé à photographier, c'est ma mère qui est géographe urbaniste et dont un des collègues est là.
Elle m'avait donné cette piste. Elle m'avait dit, si tu veux comprendre ce qui se passe d'un point de vue urbanistique à Alger, il faut que tu ailles travailler dans les bidonvilles. Ça te donnera une compréhension de ce qu'est la ville d'Alger, de comment on construit, d'où on vient en termes de construction. Donc, du coup, là, on est dans le bidonville de Haï Boussouar, qui est aux environs de Baba Hassan. Baba Hassan, c'était un village agricole il y a encore une quarantaine d'années, qui est devenu un des grands pôles économiques de la métropole algéroise. Et donc, du coup, ce terrain et ce bidonville est devenu, qui était finalement périphérie de périphérie, est devenu finalement un terrain très intéressant. Et l'agriculteur qui possédait les terrains, finalement, a commencé à vendre des parcelles à des habitants. En même temps, une mine de terre rouge a ouvert. Elle est derrière, elle est dans le creux que l'on voit là-bas. Donc on a plusieurs petits bidonvilles dans cet endroit-là, et on a une mine. Donc dans cette photographie, la Marelle, pour moi, c'était les premiers moments où j'ai commencé à me questionner sur le bidonville, et j'ai regardé aussi, j'avais lu un livre qui m'avait marqué, qui était un livre d'une sociologue américaine qui s'appelle Janice Perlman, qui s'appelle Le mythe de la marginalité. Et c'était un livre très intéressant parce qu'il démontait tous les points qui font que dans le dénigrement du bidonville, en réalité, on s'aperçoit qu'il y a toujours un « mais ». C'est-à-dire qu'on dit le bidonville, c'est l'habitat des exclus, mais en fait, il y a des fonctionnaires, des policiers, il y a des « mais ». Et voilà, et on passe, c'est de l'habitat mal construit, mais, et d'un seul coup, mais bon, et en fait, c'est pas toujours de la tuile, mais parfois c'est bien construit, mais parfois il y a des fondations, mais. Puis, et dès qu'elle décrivait, elle s'intéressait à ce « mais ». Qui fait que le bidonville, en réalité, ne peut pas tenir par le propos négatif, et qu'il fallait le réenvisager à travers tout ce qu'on collectait dans le mais et qui faisait sa positivité, en fait. Du coup, ce livre m'avait marqué. Et quand j'ai travaillé sur ce bidonville, Haï Boussouar, moi-même, ça a été une découverte, parce que j'ai découvert qu'une personne de la famille habitait là. C'est comme ça que j'ai pu commencer à travailler dans le bidonville. Et une des choses qui m'a frappé dans le mais, c'est les enfants. C'est-à-dire qu'à Alger, on voit de moins en moins d'enfants dans la rue. Alors qu'il y a encore 15-20 ans, on en voyait beaucoup qui jouent dans la rue. Alors que dans le bidonville, en journée, c'est un espace d'enfants. Il n'y a que des enfants. Et des enfants qui jouent. Donc du coup, là, on a un espace dangereux où les enfants jouent devant chez eux. Il y a un truc bizarre. Et puis, ils s'approprient l'espace immédiat. Ils construisent un espace continu qui va de l'intérieur, et c'est le cas de cette Marelle, de l'intérieur de la maison, qui est juste devant la maison, et qui conduit assez vite sur une autre maison, qui est celle de Mohamed, le petit enfant. Donc voilà, c'était la reconsidération de ce bidonville qui, en effet, était complètement dans le mais. On voit un portail dur qui pourrait être le portail d'une maison. On voit des finitions dans d'autres maisons où il y a du crépi. Ici, on voit que les toits sont en tuiles dans les deux maisons. Donc on est on est typiquement dans ce que décrit Janice Perlman, qui est, si on s'accroche aux détails, on s'aperçoit qu'en fait on a un habitat, et un habitat tout à fait valable et à rapprocher des autres formes de l'habitat, qu'il s'agisse de l'habitat colonial, de la maison familiale algérienne, ou des grandes constructions qui ont été faites dans le cadre des grands programmes de logement de ces dernières années. Là, la dimension du jeu et de suivre le parcours des enfants m'intéressait aussi, parce qu'il y a quelque chose d'immédiat. J'ai suivi le séminaire pendant plusieurs années de Jean-François Chevrier, et un des thèmes qui était étudié, c'était celui de l'intimité territoriale. Et comment certaines personnes, et je pense que les enfants pourraient être considérés comme ces personnes, construisent de l'intimité. Donc non pas dans un rapport privatif, mais dans un rapport d'extension, de proche en proche, depuis chez eux vers l'extérieur immédiat. Et c'est ce que l'on peut voir ici, c'est-à-dire que c'est la chambre parentale. Mais la chambre parentale, pour des
parents, c'est une chambre privative, et finalement une situation d'une maison étroite que l'on peut connaître en bidonville, mais dans plein d'autres habitats en Algérie, et où on doit partager la chambre avec ses enfants, c'est finalement une situation qui peut perturber finalement plus les parents. Parce qu'en effet, le privatif, qui est le caractère de l'intimité des adultes, il est perturbé. Par contre, pour les enfants, ce qu'on voit ici, c'est que c'est un espace de jeu, puisqu'ici, on s'apprête à aller visiter une famille voisine, et les filles feront mine de sortir en ville dans une logique de jeu. Voilà, et on peut je tiens à pondérer, mais c'est très bien, l'endroit est très bien construit. C'est-à-dire que le mur est en cours de finition, il n'est pas fini, mais le reste de la maison, et on peut le voir au bout du sol, c'est un carrelage. L'autre pièce ne peut pas être distinguée quand on est à l'intérieur d'une pièce classique dans un appartement colonial. Elle est même à des rapports de proximité finalement plus confortables. On n'a pas ces grands toits, ces grands plafonds. Et ici, dans l'ensemble, on voit que les filles sont dans le même rapport que le petit garçon que je montrais tout à l'heure. C'est de l'intérieur vers l'extérieur, dans quelque chose de continu. C'est une visite familiale ici, dans le bidonville de Haïboussouar. Le deuxième, c'est Katiba Amaria, qui est dans la wilaya de Tipaza. Donc on est dans l'extension urbaine d'Alger. Donc Alger est sorti de sa région, si on veut. Alger est sorti de son département aujourd'hui. Et donc les deux photographies que j'avais montrées avant, on est déjà à l'extérieur. Donc on est dans la conurbation, mais on n'est plus dans l'unité administrative d'Alger. Là, on est dans l'unité administrative d'Alger, donc dans le bidonville de Haïboussouar, que les habitants appellent Nastaz, puisque c'était le nom du propriétaire de l'époque coloniale, et l'usage fait dans l'usage, le nom Nastaz est resté, alors que les autorités envoyaient les factures au nom sur le quartier qui s'appelait Haïboussouar. Je parle beaucoup, donc je vais vous laisser aussi apprécier les images, parce que sur ces photographies-là, ce que je peux dire, c'est qu'elles suivent finalement les autres, et ce rapport d'intimité qu'on peut retrouver dans l'espace des bidonvilles, alors il me semble, en tant qu'enfant du centre-ville, elle peut être très perturbée dans le centre-ville. Ce qui m'a paru être, en tout cas, moins le cas dans les bidonvilles. Ou en tout cas pareil. Alors là, on est dans la Casbah d'Alger. La Casbah d'Alger, c'est le quartier historique. C'est le premier Alger. Alger, quand elle a été prise par les Français, a été en partie détruite, en fait. C'est ce qu'on va voir dans la toute dernière photographie, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais là, ce qu'on peut voir sur la scène, c'est des maisons qui se sont effondrées, un peu comme de la même façon que l'immeuble que l'on a vu de la Parisienne. Là, ce qu'on peut voir, c'est les trois maisons traditionnelles algériennes, trois emplacements de maisons traditionnelles algériennes qui sont en cours de déblaiement, puisqu'en fait, elles se sont effondrées, elles sont restées plusieurs années effondrées. Donc là, ça arrive au moment où il y a eu une grande opération dans les années 2015-2016 de déblaiement de la Casbah. Donc ça arrive de manière récurrente, puisque les immeubles continuent à s'effondrer. Donc le quartier est fragilisé. Et s'il est fragilisé, c'est parce qu'en fait le style de construction qui faisait qu'on avait une Casbah à Alger, c'est perdu. Le savoir-faire qui permettait de la maintenir, c'est perdu. En fait, l'Alger historique, c'était une architecture sans architecte. C'est-à-dire que les maisons tenaient les unes sur les autres avec des techniques constructives dites de la double paroi, c'est-à-dire qu'on avait des murs de briques doublés de bois. Ce qui faisait qu'au moment de ce type de construction-là avait des propriétés parasismiques. C'était une architecture sans fondation, donc vraiment tout tenait en ensemble avec cette propriété parasismique. Quand on visite la Casbah, on le voit d'ailleurs, par exemple les balcons, on voit les deux couches. Quand les balcons sortants,
les toits, les petites décorations autour des balcons, on voit ces 2 couches bois, briques. La Casbah est aussi un endroit, du coup, comme c'est un endroit qui s'est, entre guillemets, paupérisé énormément, il était déjà pauvre, mais récemment, les familles qui ont toujours habité la Casbah ont eu tendance à partir, au même titre que les autres familles du centre-ville, et l'endroit a été occupé par des personnes qui n'avaient pas de solution de logement, finalement dans la même situation que les gens du bidonville, c'est-à-dire sans solution de logement, on trouve une solution pour se loger soi-même. Donc, ce qui renforce en fait le phénomène de ne pas savoir comment maintenir cet espace-là, puisque donc du coup les habitants historiques, la plupart sont partis. Là, les artistes, en tout cas, aujourd'hui, c'est un lieu de fresques. Il y a beaucoup de fresques, de tags, de décors. Là, c'est une intervention de jeunes artistes de l'école des Beaux-Arts d'Alger qui travaille avec un habitant de la Casbah qui est un artiste lui-même et qui vit entre l'Allemagne et l'Algérie. Et il restaure en fait un mur. Il le repeigne et il repeigne aussi l'inscription qui est Da'ab Kull Lahda, qui caresse toute opportunité ou chaque opportunité. Voilà, ce que moi j'aimais, c'était le geste en fait. C'était un geste qui appelle à une forme de tendresse vis-à-vis de l'instant, mais aussi vis-à-vis du lieu. Et il y avait un côté énoncé performatif, en tout cas pour les personnes qui l'avaient écrit la première fois, et aussi pour ceux qui aujourd'hui là décidaient d'y réaccorder de l'attention et du soin à ce mur. Ce qu'il faut voir, c'est que finalement, que ce soit dans la Casbah ou dans le bidonville, la famille en Algérie, la construction coloniale et le fait de devoir habiter dans des habitats coloniaux nous a mis en contradiction avec de là où nous venons en fait, en termes de manière d'habiter. Ici, on a ce qu'on appelle un haush, donc on est dans le bidonville de Katiba Amaria. C'est en fait une des premières surprises, ça a été de réaliser que les constructions dans les bidonvilles suivaient finalement les règles de la construction agricole telle qu'on trouve dans les territoires agricoles, qui est finalement apparentée à celle que l'on trouve dans la Casbah, c'est-à-dire une cour intérieure. Alors on va l'appeler plutôt Mustadar dans la Casbah, qui est le milieu de la maison, mais là c'est la cour agricole qu'on retrouve dans le bidonville. Et la distribution des pièces autour de cette cour, avec un couloir qui mène pour se cacher en fait, qui mène à cette cour pour se cacher de la rue ou de l'espace principal, mais qui peut être aussi un espace d'accueil où on discute entre voisins. Donc du coup, ce qu'on voit ici, c'est peut-être un bidonville, c'est peut-être des techniques constructives du bidonville, on reconnaît la tôle, on reconnaît le parpaing, on voit la menace de l'immeuble à côté, qui doit être, qui fait qu'aujourd'hui ce lieu n'existe plus, hein, il a été rasé. Et en fait, ce qui est dans cette photographie, ce qu'on voit, c'est finalement une famille qui peut se réunir dans cet espace, mais qui en même temps distribue ses pièces pour ses enfants, pour elle-même, pour les parents, qui a une cuisine, tout ça autour de cette cour qui constitue l'espace de distribution pour la famille. Un des points qui m'a dans le travail que j'ai fait, c'est que j'ai découvert le mot gourbi. Je l'employais, je l'employais pas, mais je l'entendais beaucoup sans trop me préoccuper de ce que ça voulait dire, le gourbi. Le gourbi, si on passe à la langue arabe, alors ma famille maternelle est issue du centre du pays, donc de la région du Titri, et donc c'est gourbi qu'on utilise, donc on dit le gars, mais quand on l'entend, quand on le lit écrit, c'est gourbi, donc proche de moi. Donc cette proximité, moi, m'a troublé du mot gourbi, donc l'habitat dégradé, l'habitat déprécié,
qui est souvent employé dans la presse francophone algérienne pour décrire les bidonvilles, qui était employé par la presse coloniale pour décrire les bidonvilles. Donc on l'a repris sans point critique. Et surtout, chose troublante, j'ai lu dans la presse française récemment de la description de bidonville au Maghreb en reprenant ce mot gourbi de manière non critique. Donc avec un phénomène finalement d'aller-retour où l'emploi de ce mot arabe, toujours à des fins péjoratives, naviguer comme d'habitude entre les deux espaces. Et le gourbi, en fait, c'est quoi quand on regarde en Algérie, on était un peuple en réalité de pasteurs au moment où les colons sont arrivés. On s'imagine comme un peuple agricole ou d'ouvriers agricoles, mais la condition de l'ouvrier agricole est une conséquence de la colonisation, qui a délimité les territoires et fait que la population qui d'habitude voyageait et se déplaçait, 70% de la population, jusqu'à 70% de la population, au moment on estime qu'en 1830 c'était jusqu'à 70% de la population qui était concernée, et bien elle a eu à se fixer parce qu'on privatisait les sols et qu'on empêchait les accès en fait des troupeaux. Donc du coup, les personnes ont eu à passer de la tente vers des habitats fixes. Et le gourbi a été qui existait déjà. Hein, de toute façon, il est décrit il n'est pas décrit avec ce mot-là, mais il est décrit dans les textes d'Ibn Khaldoun. Dans la Muqaddima d'Ibn Khaldoun, et donc on est au Moyen-Âge là. Donc du coup, cet habitat issu du Moyen-Âge, qui est un habitat temporaire, qui est un habitat destiné à des gens qui sont là pour habiter, on va dire, de manière saisonnière, mais qui bougent régulièrement, et bien du coup, quand les Français sont arrivés, on voit apparaître ce mot dans la langue française, dans la presse francophone, pour décrire les premiers habitats agricoles, de type agricole, qui ressemblent à de l'habitat agricole, qui apparaissent aux abords des villes. Donc, et avec ce débat qui est que les Algériens, le mot utilisé était indigène, puisque les Algérois, à ce moment-là, c'était devenu la population coloniale, la population qui est devenue plus tard pied noir. Donc, du coup, il y a une critique faite contre finalement le fait de ne rien faire contre ces gourbis qui se multiplient aux alentours des villes comme Oran, Alger, Casablanca. Et ce qu'on constate, c'est que dans les années 20, il y a une étude qui est faite pour recenser l'habitat agricole. Et cette étude est très troublante. C'est une étude qui est menée par un géographe français qui s'appelle Augustin Bernard. Et on constate, c'est quelqu'un qui est noyé de l'idéologie coloniale, qui est complètement imprégné de l'idéologie coloniale, donc qui parle avec les catégories et le langage de l'idéologie coloniale. Mais il a ce mais qu'isole Janice Perlman au sujet des favelas, mais qu'il le fait de manière méthodique en sociologue. Lui, il n'est pas aussi bien armé et il a surtout une faiblesse, c'est qu'il ne s'intéresse pas aux gens qui habitent dans ces endroits-là, il ne s'intéresse qu'aux bâtis. Mais il emploie beaucoup le mais. Il dit au bout d'un moment, normalement, les indigènes, ils vont d'abord habiter dans des tentes, et puis progressivement, ils vont passer par le gourbi parce qu'ils n'ont pas trop de moyens, mais ils vont passer petit à petit par la maison arabe parce que c'est comme ça qu'ils vivent. Et puis finalement, ils vont vivre à la maison à l'européenne, comme tous les Européens. Et donc le bon discours évolutionniste classique. Et là, lui est perturbé parce qu'à un moment, il dit donc le gourbi, dans cet endroit, ça ressemble à ça. Et il dit mais quand même parfois c'est bien construit. Mais quand même parfois dans le gourbi il y a des toits. Mais quand même, parfois, dans le gourbi, au début, ils utilisent des matériaux fragiles, mais finalement, ils consolident et ça devient des maisons. Donc, la notion de gourbi dépréciative, même lui, n'arrive pas à la fixer, en fait. Et dans les années 30, les gourbis, on se change de nom. On arrête de les appeler comme ça et on les appelle les bidonvilles. Et alors, j'ai pas pu le vérifier, hein, j'ai cherché, mais visiblement ce serait pour désigner les bidonvilles à Casablanca, et là-bas aussi le terme utilisé était gourbi. En fait, cette image, ce qu'elle dit, c'est que le bidonville est à rattacher à cet habitat-là, à cet habitat des gens en mouvement.
des gens qui ont besoin de conserver leur réseau de solidarité quand ils bougent, quand ils quittent leur région natale, qu'ils arrivent dans une métropole. Et un autre sociologue, Rachid Sidi Boumediene, a noté que dans les années 60, de 40 aux années 70, les gens qui habitaient dans ces bidonvilles algérois, et cette bidonville existait déjà dans les années 70, étaient aussi dans une stratégie de promotion sociale, puisqu'ils venaient de leur région avec l'espoir de s'insérer dans la région d'Alger, mais que certains d'entre eux pouvaient finalement atterrir à Nanterre ou dans d'autres bidonvilles en France. Alors aujourd'hui, on voit que cette question de l'habitat, faire vivre sa famille, c'est un sujet. C'est un sujet pour... Et finalement, les habitats que je viens de vous montrer, qui répondent à cette question de comment je fais vivre ma famille, eh bien, ils basculent. Ils basculent parce qu'aujourd'hui, le modèle qui s'est imposé, après avoir vécu toutes ces années dans la maison à étage à l'européenne et à l'occidentale de la ville coloniale, le seul modèle que l'on arrive à proposer quand on veut vivre en famille, c'est celui de la maison à étage. Alors, c'est le cas ici. Ici, on a les parents qui vivent au rez-de-chaussée et les enfants dans les étages du dessus. Et vous voyez qu'on garde de la réserve pour construire encore un étage supplémentaire. Donc l'idée, c'est de faire habiter les gens, ces enfants étage par étage. Mais on a d'un seul coup, ici, on constate que l'espace partagé, la cour est quand même très petite. Voire il n'y a pas de cour, il s'agit d'un rez-de-chaussée classique. On peut voir aussi que finalement, il n'y a pas dans la mesure où il n'y a pas cet espace partagé, on rentre dans la maison et on vit. En fait, on se retrouve avec plusieurs cellules familiales. C'est-à-dire quand bien même c'est les enfants, tout le monde travaille, hommes, femmes aujourd'hui. Donc on vit, il n'y a plus les moments partagés. La vie de famille n'est plus structurée autour du chef de famille, comme elle l'était. Il faut voir qu'avant, la question de la jeune épouse, et c'est comme ça qu'elle se formule, et son rôle est vraiment clé pour comprendre l'évolution de cette architecture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand une jeune femme épousait, elle rejoignait la famille de son père et de son mari. Merci de la précision. Elle rejoignait la famille de son mari, avec l'idée que le chef de famille, et le père de son mari, était le chef de famille. Et donc, cette construction-là suit la perpétuation de ce modèle-là, d'une certaine façon. Puisqu'en fait, c'est souvent le père de famille qui construit pour ses enfants dans l'optique d'héberger prioritairement ses garçons, puisque la femme la jeune épouse va rejoindre son mari. Or, en réalité, de la maison dans laquelle je photographie, c'est pas le cas. C'est les deux filles qui ont rejoint avec leur mari, leur père. Et dans les autres maisons, que j'ai pu visiter, ce n'est pas le cas de celle-là, le cas que je constate, et l'évolution est drastique en 10 ans, c'est-à-dire que l'autorité prise par le jeune couple les détache du père de famille. Et aujourd'hui, très souvent, de nouveaux critères de choix interviennent. Le fait que le couple, d'un commun accord, décide de se rapprocher de son lieu de travail plutôt que du père de famille, devient un élément important. Donc, on passe progressivement à la famille, du modèle de la construction familiale, d'un modèle finalement de compromis, à un modèle qui est celui de l'immeuble. En réalité, quand les enfants ne veulent pas venir habiter, qu'est-ce qui se passe ? Ça devient en fait finalement un investissement en vue de faire de la location, et on se met à faire venir des personnes qu'on ne connaît pas et qui vont habiter l'étage qui aurait dû être destiné à un des enfants. Un des points qui font que cette maison familiale n'est pas si éloigné du bidonville, c'est que là on est à Borj El Kifan, dans un quartier qui est en train d'apparaître, en train de naître, et on peut remarquer que finalement pas grand-chose dans la première étape ne sépare pourtant là on est dans de l'officiel, hein, il y a pas, c'est des terrains qui ont été vendus avec des titres de propriété réguliers, donc on n'est pas dans le schéma de l'occupation du bidonville. Pourtant le premier niveau de construction est en rien séparable du bidonville. Et ensuite, on fait monter les étages
pour arriver à cette maison intermédiaire qui est la maison familiale, mi-maison familiale, mi-maison à appartement. Et les intérieurs sont aussi des compromis. Puisque là, on habite en cours de construction, donc la crise du logement étant ce qu'elle est, on a finalement une entrée de couloir à l'européenne, mais dont la taille est quand même assez grande. Et ça peut faire penser au vestibule de la maison arabe ou de la maison algérienne, qui était cet espace chargé de séparer de la rue. Et on voit les pièces sur les côtés, qui sont les pièces utilitaires, les pièces d'eau. Et plus on va vers le fond, plus on va retrouver les pièces intimes et le salon pour l'accueil. Mais dans cette maison, la cuisine est une cuisine américaine, le salon est un salon ouvert. Et en fait, il n'y a qu'une seule génération qui habite dans l'appartement en question. Mais la question des formes revient aussi, puisqu'on voit que, chose surprenante, c'est que malgré le fait d'avoir habité, cette famille a habité dans Alger Centre avec un habitat colonial, on voit à travers les carrelages et l'usage des carrelages, on voit à travers la forme de la porte, que des formes venues de l'architecture traditionnelle algérienne, quand bien même elles sont en compromis avec l'architecture moderne, sont réinvesties et sont réutilisées. Même si elles n'ont pas les mêmes décors, même si elles n'ont pas les mêmes motifs. Alors, cette photographie s'appelle Habitante en visite chez sa voisine. C'est une photographie importante pour moi parce qu'elle me renvoie finalement à ce que je vous ai dit au départ sur le drame et la théâtralité en photographie et sur le geste. En fait, ici, on a un geste extrêmement basique, extrêmement simple, qui est celui de toc-toc, taper à se signaler à sa voisine ou à son voisin. Ce geste, c'est ces gestes-là qui m'intéressent en fait, qui m'intéressaient parce qu'en fait, c'est des gestes sans drame. Mais c'est vrai qu'en photographie, on tend à vouloir rechercher des gestes qui condensent des significations sociales, qui condensent des significations politiques. C'est quand on regarde les photographies de manifestations, les photographies d'actualité, ou même dans la photographie contemporaine. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une expo au Jeu de Paume d'un artiste qui s'appelle Thomas Demand. Il n'y a pas de geste, il n'y a pas de personne, mais en l'occurrence, il y a quand même l'idée qu'il s'est passé quelque chose et qu'il y a eu un ou des gestes qui ont provoqué du drame. Alors que pourtant, on est dans de la photographie théâtrale qui est censée réinterpréter l'actualité. Donc moi, c'est pas ça que je cherche, et c'est pas ces gestes-là. C'est vraiment des gestes simples. Là, on a une habitante d'un bidonville qui frappe chez sa voisine et qui et ce geste-là, ce qui m'intéresse, c'est qu'il a une signification sociale extrêmement simple, c'est se signaler. Par la suite, on peut lui rajouter du sens et de se dire, ok, quelle est la règle qui s'applique à ça. Il y a des endroits où taper, ça veut juste dire je vais visiter ma voisine, ouvre-moi, ou d'autres, ça peut vouloir dire attention, il se passe quelque chose, restez tranquille, restez bien chez vous. Taper à la porte dans ce bidonville-là, il y a des règles, des usages. Peut-être que ça marche de certaines zones à d'autres heures. En tout cas, des significations qui viennent s'ajouter, qui sont spécifiques à ce bidonville et qui ne seront pas les mêmes que ce qui arrivera quand une personne tapera à la porte de son voisin dans l'autre immeuble où il y aura derrière, où il y aura une copropriété, des règles de copropriété et où les usages seront différents. Donc c'est ces gestes-là qui m'intéressent parce qu'en fait, en photographie, un des points qui m'intéresse, c'est la construction d'une scène, d'une scène qui soit la plus intéressante, belle. Et c'est le premier moment en fait à partir duquel on va pouvoir avoir un rapport dédramatisé à la ville. Et je pense qu'Alger est une ville qui a besoin d'être vue
sans drama, avec le minimum de drama possible. Un autre geste du coup qu'on peut déduire ici, c'est celui de cette voisine qui est visitée, qui a posé des draps sur pour protéger des regards vers la chambre, que l'on peut voir à l'arrière-plan. Donc elle a posé des draps qui sont chargés en motifs et qui créent un espace. En fait, ce qui m'intéresse ici, c'est que le fait d'entreposer ces draps, ça donne une qualité à ce lieu. Parce qu'en fait, on note qu'il y a des motifs du coup qui sont visibles partout. C'est que la présence de ces draps et de ces motifs finit par transformer en motifs les briques. Elle finit par transformer en motifs les fenêtres, et que du coup, il y a un agencement de motifs avec un lien entre l'origine du motif, ici l'origine végétale du motif, qui fait écho à ce que l'on peut voir dans un des draps, et on se retrouve avec un agencement de motifs qui, si on regarde la photographie plutôt en surface, va la transformer nous ramène vers la surface et la transforme en surface de motif, en surface d'ornement. Donc du coup, cet aspect m'intéresse parce qu'en réalité, en photographie, je m'aperçois qu'elle peut permettre de voir trois espaces. En réalité, l'espace réel, qui est celui à partir duquel on va photographier. Il y a l'espace de la représentation, dans lequel l'architecture devient un décor. Et les draps aussi, et le geste aussi qu'on permet finalement d'avoir ce décor. Et ensuite, il y a un troisième espace qui apparaît, qui est celui du motif, et qui fait de l'image une surface. Et pour moi, l'évolution d'une ville, je vous avais parlé d'Alger et du fait que les motifs d'Alger se sont agencés. Quand on rajoute un élément dans la ville coloniale, on n'a plus ce sentiment d'intrusion et qu'il y a quand même un sentiment d'unité qui naît. Et pour moi, cette question du motif est fondamentale parce que je pense qu'on ne peut pas projeter pour le futur de savoir qu'est-ce qui fera l'agencement d'une ville. Mais ce qui m'a intéressé ici, c'est qu'en posant ce drap, en posant ces motifs dans cet espace-là, elle a donné une qualité à cet endroit et elle a créé un agencement. Et cette qualité de motifs crée un agencement de motifs qui fait voir ce troisième espace qui est celui du motif et qui, à mon sens, est celui dans lequel la ville finira par trouver son unité. Quand bien même aujourd'hui tout nous paraît désordonné. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Très, 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 très intéressante. Ça donne encore plus de relief et d'envergure à cette exposition que je trouve déjà plus esthétiquement très, très, très forte. Donc là, on a encore la matière derrière. Donc pour la réflexion, c'est vraiment... merci beaucoup. Je vais donner la parole je vais vous donner la parole, Emmanuel. Je ne sais pas si vous avez besoin de la petite télécommande pour repasser sur certaines photos, non ? Ok. Je pense qu'il va falloir que vous fassiez comme nous, surtout. Il va falloir que vous preniez votre petit micro et que... On a combien de temps ? Alors écoutez... Il est 45. Il est 45. L'idée, ça aurait été quand même de pouvoir prendre quelques questions du public. Voilà. Donc le plus rapide, le mieux. Mais j'ai quand même envie que vous puissiez vous exprimer. Vous n'êtes pas venu pour rien. Donc prenez... Non, je suis absolument pas venu pour rien, disons qu'on s'arrête à 20h. Comme ça, on prend quelques questions. Très et puis ensuite, très largement. on boit moi, je voudrais dire que d'abord, je suis... évidemment... extrêmement ravie, mais que je dois prendre quelques précautions oratoires qui ne sont pas uniquement comme ça une coquinerie de ma part. C'est que je viens parler sur une exposition qui traite d'Alger, ville dans laquelle je ne suis jamais allée. Donc je ne suis absolument pas spécialiste d'Alger et je ne suis pas non plus spécialiste en tant qu'anthropologue de l'image. Moi, je suis juste une anthropologue urbaine de la ville, mais sans avoir jamais travaillé sur des villes nord-africaine. Je travaille plutôt d'ailleurs sur Paris. Mais on ne va pas faire semblant avec l'autre fille. Il se trouve que si je viens parler aujourd'hui, c'est parce que l'autre fille et moi, nous sommes amis depuis fort longtemps. Et que la question du Alger intime, c'est que cette exposition et ce travail que tu nous as donné l'occasion de découvrir, moi, il me donne l'occasion de te découvrir. Et dans une amitié, je trouve qu'il y a souvent des points aveugles, c'est-à-dire des pans de vie qu'on ne connaît pas, des origines qu'on suppose, mais sans en avoir véritablement
et l'interprétation et le sens profond, ton sens à toi, ton explication, et que cette exposition, elle me permet de te connaître et de combler ce point aveugle, et c'est déjà quelque chose d'absolument énorme. Alors peut-être que ça paraît aux autres anecdotique, mais dans une relation comme une relation amicale, je trouve que c'est déjà super important. Et ça donne le titre, ce Alger intime. Je trouve que pour moi, voilà, j'ai accès aussi à une forme d'intimité biographique de ta part, qui, sinon, sans ces photos-là, sans ce travail-là, ne m'aurait peut-être pas été accessible. C'est déjà fort, quoi. Et puis, je trouve que, je dirais qu'il y a aussi autre chose, c'est que dans cette question de l'intimité, moi, c'est ce qui me frappe en premier. Parce que le boulot d'un anthropologue, la plupart du temps, c'est d'avoir accès à cette intimité. Nous, ce qui nous intéresse en anthropologie, c'est d'avoir accès à l'ordinaire de la vie des gens. Nous, l'exceptionnel ne nous intéresse pas. La théâtralité dont tu parles, effectivement, l'exceptionnel, l'événement ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on aime, c'est le ronronnement de la société pour comprendre comment ça fonctionne, pour comprendre l'ordre social qui est en train de se produire et qui finalement fait qu'effectivement, comme tu le dis, il y a plus d'ajustements que de conflits. Finalement, on arrive plus ou moins à vivre ensemble. Et donc, c'est exactement ça qu'on veut faire. Donc, moi, je ne pense pas que tu veuilles, je ne sais pas, faire de l'ethnophotographie, parce que maintenant, c'est quelque chose qui existe. Mais quelque part, moi, quand même, ton travail, il me renvoie au travail de l'anthropologue et de l'ethnographe quand il est dans une situation donnée. Et quand il est dans une situation donnée, qu'il peut connaître très bien ou mal, mais en tout cas, dont il va rechercher la familiarité. Et c'est ça le geste qui me paraît super important et très très fort dans ton travail. Donc vous verrez bien qu'il ne s'agit absolument pas de controverse, mais d'échange, parce que j'ai absolument rien à dire de plus que ce que tu as dit et aucune controverse à apporter, bien au contraire. Mais c'est cette idée qu'effectivement, tu vas chercher cet ordinaire et cet intime, mais exactement comme un ethnologue, pour le trouver, il faut une forme de distance. C'est-à-dire l'intime, il ne se produit pas dans la proximité. C'est-à-dire que pour avoir accès à de l'intime, pour le comprendre et pour le désigner comme intime, il faut bien qu'il y ait une forme de distanciation qui le désigne en tant que tel. Et je trouve que c'est ça aussi que tu fais de manière très très forte. Alors, l'histoire de... Je ne vais pas refaire un cours parce que j'y connais rien, mais bon, de ce que L'idée, c'est qu'effectivement, la photographie, elle a toujours été hyper importante pour l'anthropologie, mais dans un rapport toujours un petit peu ambivalent. Les anthropologues ont toujours été très suspicieux vis-à-vis de la photographie, précisément parce qu'elle est aussi un peu à l'origine de la discipline, et notamment au travers des portraits que faisaient les anthropologues du 19e siècle sur les indigènes. Et les portraits notamment anthropomorphiques, donc qui ont complètement contribué à une vision d'un univers de manière extrêmement culturaliste, évolutionniste, comme tu le disais, exotisant, et donc dans un rapport de hiérarchie de valeurs absolument dingue, et sur lequel on est revenu. Bon, après, les anthropologues, ils travaillent beaucoup avec la photographie, mais pas tant sur la photographie. Ils travaillent parce que la photographie est une manière pour eux de travailler. C'est un outil dont ils peuvent se servir pour ensuite produire des descriptions, pour ensuite produire des interprétations. Et là, ce que je trouve vraiment intéressant dans ton travail, c'est que cette question des images et de l'anthropologie, elle est rebattue. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est ni une fin en soi, ni un seul moyen. On pourrait dire que, et d'ailleurs, ça le voit, parce qu'on t'écoute, on prend des notes sur ce que tu dis, tes photographies, elles donnent à voir quelque chose que nous ne verrions pas, mais surtout, c'est qu'elles sont un prétexte à parler. C'est un prétexte à justement provoquer une parole qui a une valeur très très importante, parce que c'est une parole qui nous permet de déconstruire plein de catégories déjà. Moi, on le voit quand tu parles des politiques, d'habitat, de l'histoire de l'Algérie, de la manière dont effectivement c'est une évolution sociale, une évolution de l'unité familiale. On voit bien qu'avec tes photos, toutes les catégories usuelles de la démographie, de la sociologie ou de l'urbanisme se déconstruisent d'elles-mêmes. Et que tu montres que tout se fait dans une forme de processus de va-et-vient, une circulation de catégories, de processus. Tu as parlé du mot gourbi, tu as parlé du mot bidonville, tu as parlé de la manière dont une famille a habité des immeubles coloniaux et des appartements coloniaux tout en n'étant absolument pas adapté du point de vue familial à ces formes d'habitat. Et on voit bien donc que tu déconstruis complètement ces catégories. Et donc c'est ce regard attentif, toujours, qui permet de déconstruire les catégories. Le travail d'une catégorie, c'est finalement d'être toujours dans la distance et dans la froideur de l'objet.
quand on regarde toujours de plus près, on voit que c'est toujours plus compliqué que la simple catégorie, que c'est toujours plus compliqué que le simple concept, et que le cadre théorique, la plupart du temps, il nous aide, mais que c'est surtout justement dans cette approche ultra sensible et ultra proche qui nous permet de le comprendre. Donc ça, c'est une première chose que je voulais dire. Et puis, je voulais faire une proposition à tout le monde, c'est qu'on revienne sur quoi 4-5 photos. Parce que, je ne sais pas, puis vous nous direz si vous avez envie de revenir sur certaines photos. Moi, en fait, je démarrerai plutôt par la photo. Moi, j'aimerais bien celle, justement, de ton neveu. Pour moi, elle est de ton neveu dans votre ancien appartement familial, où, effectivement, la situation... elle existe parce que tu en parles, et parce que tu l'as créé, et parce que c'est ta famille, et parce que tu as un lien avec cet appartement, et parce que ton neveu joue le jeu avec toi de la photographie. Et il dit justement tout ce que je voulais dire au départ, c'est-à-dire cet accès à une intimité par laquelle, finalement, on ne peut y avoir accès qu'en produisant cette forme de clin d'œil et de distance. Donc moi, ça déjà, c'est une photo qui m'intéresse beaucoup de ce point de vue-là. Il y a un aspect générationnel. C'est un retour de toi, mais c'est un retour de toi aussi avec cette génération qui est celle de tes neveux et de tes nièces. Mais aussi, on le verra aussi peut-être de tes anciens, comme de tes aïeux, comme de tes descendants, en tout cas. Donc, je trouve que c'est une photo qui est très importante parce que cette position, cette plongée, cette perspective sur depuis un appartement, mais où on voit finalement et on devine cette rue. Et on devine le mouvement de cet enfant. Et on devine effectivement, enfin on devine en tout cas, il y a cette idée que cet enfant, il est en train de bouger, mais aussi de rester. C'est aussi cette permanence qui est en jeu. C'est pas parce que c'est un enfant que ça produit quelque chose de l'ordre de l'évolution, de quelque chose qui devrait être une mutation, qui devrait être toujours vu comme des formes de transformation de la ville. Non, moi je trouve qu'il y a aussi beaucoup de permanence. C'est intéressant. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, cette photo de Ryan, mon neveu, elle est en effet, c'est-à-dire qu'il lui-même, elle est rapprochée des enfants qu'on a vus dans le bidonville, Mohamed, Inès et ses sœurs. C'est-à-dire qu'en réalité, cette mobilité-là les affecte presque moins. C'est-à-dire que c'est une des choses qui est perturbante, c'est de s'apercevoir qu'une fois qu'ils arrivent à Baba Hassan, dans le cas de Ryan, finalement, ces choses qui ont construit nos vies à nous, de la ville coloniale, eux sont un souvenir d'enfance, mais derrière, leurs habitudes à eux se sont transposées dans leur nouveau cadre de vie. Alors, très rapidement, est-ce qu'on peut passer à la photo de la Marelle ? Oui. Parce qu'il faut que j'aille vite, donc je vais t'empêcher de parler, là, l'autre fille, je crois. Je vais prendre la parole. Moi, la photo de la Marelle, de l'enfant à la Marelle, de cette rue, elle est aussi très, très importante. C'est cette continuité de l'enfance. Comme tu le dis, c'est la présence des enfants dans la rue. Et on le sait, c'est pas propre à Alger. On a vu une éviction des enfants dans la rue, dans les villes contemporaines. Et les villes ne font que évacuer l'enfant, ou en tout cas considérer que la présence d'un enfant dans la rue est problématique. Et les espaces safe pour les enfants ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Et là, effectivement, il y a cette idée que peut-être finalement, non seulement lui, c'est un espace safe, c'est un espace sur lequel il y a une inscription enfantine, celle de la Marelle, et surtout où il y a des effets de seuil entre l'intérieur et l'extérieur, où finalement, est-ce que ça lui importe de savoir exactement ce qui lui est son espace domestique à lui, ou finalement, est-ce qu'il est partout chez lui ici ? Et c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire que peut-être le bidonville est une forme de vie sociale, et c'est ce que tu mets en œuvre, c'est les formes de vie locale qui sont en train, au-delà de l'architecture, au-delà des catégories. Est-ce que c'est un bidonville ? Est-ce que c'est un immeuble neuf ? Est-ce que c'est un ancien gourbi ? Mais finalement, les formes de vie locale que cela produit. Moi, je trouve que cette photo, elle nous montre une forme de vie locale. La troisième photo sur laquelle j'ai envie de m'arrêter, c'est la photo de l'intérieur donc on est dans celle-ci, là, l'intérieur, c'est-à-dire l'extension de la maison. Elle est là. Non, c'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Moi, elle m'a tout de suite frappée parce qu'on est vraiment, pour moi, dans un intérieur. C'est-à-dire, on est vraiment dans le soin qu'on porte à son intérieur. Là, l'intimité, elle est présente. Et effectivement, il y a beaucoup de soin qui est porté. On le voit, et c'est un espace féminin.
On n'a pas parlé du genre dans la ville, mais il est important. On a parlé des générations, mais on pourrait parler du genre aussi. C'est un espace très féminin, non pas seulement parce qu'il y a des femmes, mais parce qu'on le voit effectivement qu'il y a ce soin. Et ce que tu disais au départ, c'est-à-dire cette idée que on pourrait se considérer que c'est un espace extrêmement précaire, c'est un habitat extrêmement vulnérable, fragile, mais au final, non, parce que moi, ce que je me suis tout de suite dit, mais c'est une extension, ça veut dire qu'on est dans une phase d'ascension sociale. C'est-à-dire que dans n'importe quel habitat que certains pourraient considérer comme ultra précaire, ultra défavorisé, non, on est dans des perspectives d'ascension sociale, c'est-à-dire qu'on étend son intérieur et on a une nouvelle pièce. Et cette nouvelle pièce, on l'investit en tant qu'elle est nouvelle et qu'on veut qu'elle soit belle et qu'elle soit en évolution. Et comme toute maison, c'est un travail toujours inachevé. Et même la plus belle des maisons, de la plus belle résidence secondaire, du plus riche, c'est une maison toujours inachevée. Et là, c'est le processus anthropologique de la maison qu'on voit. C'est cette chose qui demande toujours du soin et qui est souvent d'ailleurs le fait des femmes. Ça, c'est une petite parenthèse. La photo de la femme devant le pas de porte. Est-ce que j'ai le droit d'y revenir ? Voilà. Alors moi, elle me plaît aussi beaucoup parce que moi, au départ, j'ai cru qu'elle était chez elle et qu'elle allait sortir faire ses courses. Moi aussi. Et ça veut dire que donc, ce qui est important dans cette photo, c'est la porte, c'est le seuil. C'est-à-dire que finalement, on ne sait pas si on est dans un intérieur ou un extérieur. On ne sait pas si, encore une fois, ce soin porté, c'est un soin porté au petit dehors de sa maison ou à un petit espace intérieur qu'on a créé dans la cour. Et puis, on ne sait pas si on est dans un intérieur ou un extérieur parce que derrière, il y a finalement ces immeubles totalement, pour le coup, normalisés. Et qu'est-ce qu'on trouve finalement intéressant à regarder ? C'est cet habitat considéré a priori comme précaire et on trouve finalement extrêmement pauvre d'interprétation ce qu'il y a, qui sont ces immeubles neufs de l'autre côté. Et finalement, c'est de l'autre côté. On est toujours de l'autre côté de quelqu'un d'autre. Hein. Le pauvre, le moche, le problématique, c'est toujours celui d'en face. Parce que, quelles que soient les conditions dans lesquelles on vit, eh bien, on y attribue des fonctions, des qualités et des attachements. Et finalement, peut-être que ce lieu produit beaucoup plus d'attachements que celui qu'on devine à l'extérieur ou à l'intérieur, je ne sais pas, mais en tout cas celui qui est en arrière-plan. Alors, la 5e photo, ce sera l'avant-dernière, pour ne pas abuser du temps. C'est la photo j'appelle ça la photo de l'interaction. Non, c'est la photo où on croit qu'ils vont... Alors voilà, on croit qu'ils vont se battre. Ils lavent une voiture. Voilà. Donc là, on est dans cette ruelle. Hein. Tu m'as expliqué que c'était une ruelle. Moi, j'ai cru que c'était des gens qui lavaient leur voiture, et sans savoir qu'effectivement, non, c'est une des formes d'activité et une des formes d'occupation qu'on peut avoir, c'est laver la voiture pour les autres et du coup avoir besoin d'un lieu pour le faire et d'avoir besoin donc d'un lieu pour travailler, pour mener une activité et pouvoir obtenir avec cette activité une sorte de, non pas de salariat, mais en tout cas de ressources. Donc on est effectivement dans l'économie quelque part qu'on pourrait appeler une économie de la misère, une économie de la survivance. Il se trouve que là, elle pose problème parce qu'elle produit une forme de compétition dans l'usage de l'espace public. C'est-à-dire que comme dans toute situation de ville, il y a des usages qui sont des usages contradictoires, il y a des usages qui produisent du conflit, de la contradiction. C'est pas fait pour ça, mais on l'utilise aussi pour ça. Et donc, il y en a qui vont se considérer plus légitimes que d'autres à pouvoir avoir telle ou telle occupation. Et donc, la femme qui balance sa carcasse de poulet, ben pour elle se sent légitime à être là, considérant les autres comme illégitimes. Et eux, la légitimité de leur présence là, c'est parce que l'activité doit être faite. Et c'était intéressant quand tu disais que, bah oui, il y a de l'ajustement, c'est-à-dire que, ouais, ça va pas se terminer en bagarre. Parce que la vie sociale urbaine, la plupart du temps, c'est beaucoup plus de l'ajustement social et d'un ordre social sous-jacent, implicite. On n'a pas besoin de se dire, en fait, on va pas se casser la gueule. Mais on va faire un peu comme si, on va aller jusqu'à un certain point, jusqu'à l'horizon possible d'aller jusqu'à la violence, mais de ne pas arriver à ça, parce qu'il s'agit d'une interaction sociale. Et ce qui est intéressant, c'est que ta photo, elle capte un moment d'interaction. Parce que quand nous, on est anthropologues, on les regarde, les interactions. Et tout notre problème, c'est toujours de se dire, mais à partir de quand ça commence une interaction, à partir de quand ça finit ? Et là, on a condensé ce qui peut être le début d'une interaction comme sa fin. Et donc ça, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Et on voit l'intervention d'un tiers. Quand on comprend qu'il s'agit effectivement d'une
d'une forme d'altercation, de ces petites frictions que toute vie urbaine dans une métropole provoque, ces petites frictions qu'on a au quotidien et que nous-mêmes on peut avoir à Paris absolument quotidiennement, voire plusieurs fois par jour. Voilà, il y a toujours cette intervention peut-être d'un quelqu'un qui est l'acteur de la réparation. Et dans les formes d'interactionnisme symbolique comme Goffman les a utilisées, il y a toujours ce moment où il y a quelqu'un qui arrive pour produire une forme de réparation et qui permet aux choses de ne pas s'envenimer. Je sais pas, c'est comme dans le métro, quand quelqu'un vous parle mal ou vous marche sur les pieds. Souvent, il y a quelqu'un en face qui vous fait un petit sourire complice pour vous dire « j'ai vu, je suis désolée pour toi ». Et c'est la forme de réparation symbolique qu'on attend dans les interactions au quotidien. Et moi, je trouve qu'elle est très, 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 très forte de ce point de vue-là. Et puis, on va finir par la boutique. Parce que là, c'est une intimité rêvée pour moi. Parce qu'on est à la fois dans l'espace de tout le monde et l'espace de quelqu'un. Et c'est souvent ça, les boutiques. C'est souvent... c'est des espaces dans lesquels on est tous censés pouvoir rentrer, mais la plupart du temps, quand c'est une vraie boutique avec un vrai boutiquier, on rentre chez lui. On rentre dans son univers, un univers qu'il a créé. Et nous, les anthropologues, on appelle ça l'art de faire des commerçants. C'est-à-dire, on voit qu'on est dans quelque chose qui peut a priori paraître un bordel, un chaos, un truc qui n'a ni queue ni tête, une forme d'hétéroclite, quelque chose qui n'est absolument pas pensé. Mais en fait, non. C'est un chaos tout à fait organisé. C'est un chaos organisé où, non seulement, l'idée, c'est de dire, ici, il y a de tout, donc vous pouvez trouver de tout. Donc, ça veut dire, venez, puisque de toute façon... vous y trouverez ce que vous cherchez, tellement il y a de choses. Et puis surtout, même ce que vous ne cherchez pas, vous le trouverez parce qu'il est offert au regard. Et ça, c'est le talent des commerçants, qui sont les meilleurs sociologues au monde, les commerçants, ils savent très bien qui on est en nous scannant en une seconde. Et cette idée qu'effectivement, il a produit cet univers qui lui est totalement singulier et pour lequel on voit que... Alors moi, par exemple, pour décrire un lieu comme ça, je vais aller chercher une opposition, je vais aller chercher la boutique de luxe. Parce que pour pouvoir décrire ce lieu, j'ai besoin de la boutique de luxe, mais pour pouvoir décrire une boutique de luxe, j'ai besoin de ce lieu. On est exactement aux antipodes. Ici, on est dans l'abondance. Ce qu'il faut, c'est montrer qu'il y a du vrac. Il y a de la marchandise. Et c'est une marchandise qui ne supporte pas le coulisse. Tout est montré. Il y en a du sol au plafond. D'ailleurs, c'est l'expression dans ce genre de boutique, c'est tout est donné à la vente. Avec cette forme de paradoxe, d'oxymoron, c'est donner et vente. Tout est donné à la vente. Mais il faut tout voir. On ne peut pas se permettre d'avoir une arrière-salle. On ne peut pas se permettre de dire « Attendez, je vais regarder si j'ai ça en stock ». Non, tout doit être présent. L'univers de la boutique de luxe, c'est quoi ? C'est l'inverse, c'est la rareté. Une boutique de luxe, il y a un objet qui est mis sur un plot, un peu comme une œuvre d'art. Et puis, on planque tout. On planque tout le circuit de distribution qui a permis d'apporter cette marchandise ici. Quand on rentre dans une boutique Saint-Laurent, on ne nous montre pas le plastique dans lequel, et ni le carton dans lequel était la robe Saint-Laurent. Et pourtant, cette robe, elle a été dans un carton et dans un plastique. Et là, au contraire, on nous montre toute la chaîne, tout le produit. C'est-à-dire, on n'est pas seulement sur la marchandise, mais tout ce qui a fait que c'est devenu une marchandise. Sa circulation, le carton, comment elle a été présentée, le fait que c'était des boîtes. Alors, c'est une boutique de cosmétiques, mais au sens général du terme, on va y trouver de tout, j'imagine, des barrettes, du shampoing, des crèmes, voilà. Et on le voit, on peut prélever ça à sa source même, c'est-à-dire dans le carton dans lequel il a été livré. Donc, c'est vraiment un univers qui est extraordinairement intéressant à décrire et qui dit beaucoup, non seulement sur Alger, peut-être la ville intime, mais peut-être aussi sur toute ville et tous ces espaces qui sont, je trouve, des espaces totalement publics. Rien de tel qu'un espace marchand pour faire de l'espace public. Parce que finalement, dans notre société, il y a plein de lieux qui sont censés être des espaces publics et dans lesquels on ne rentre pas tous. S'il y a bien des univers dans lesquels on peut presque tous rentrer, c'est quand même les espaces marchands. Ce qui est terrible à dire, les espaces marchands ont réussi un truc que d'autres espaces publics n'ont pas réussi à faire. C'est un comble. Et là, on voit qu'effectivement, c'est très petit, très chargé, et que quand on rentre, on va rencontrer quelqu'un qui, lui, a fait une scénographie, a fait un dispositif marchand. Et ce dispositif marchand, il nous fait rentrer dedans. Il y a des codes. Et que je suis sûre que si
Je lui demande quelque chose à ce monsieur en lui disant j'ai ça. Il ne peut pas me dire non, je ne l'ai pas. Il va me dire vous inquiétez pas, je l'aurai. Je l'aurai. On appelle ça un bazar. Oui, moi j'ai étudié beaucoup là. Mon premier bouquin c'est sur Barbès, donc j'ai beaucoup étudié les bazars à Barbès. Donc ça me rappelle beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis que c'est des formes qui circulent à travers le monde. Mais on peut rentrer dans des boutiques à Mumbai, on peut rentrer dans des boutiques dans le monde entier. Chaque grande ville du monde, chaque métropole a cette forme marchande. Et là on en a. Je ne sais pas si c'est un modèle ou un exemple. Mais c'est justement ce qu'on pourrait se demander. Est-ce qu'Alger est finalement un seul exemple d'une métropole en train de vivre des transformations, ou est-ce que c'en est effectivement une forme de modèle? Est-ce que c'est seulement un exemple ou un modèle? Voilà. Mais en tout cas, ton travail nous interroge et nous fait advenir beaucoup de paroles. Ça, c'est vraiment... On pourrait continuer. Je veux dire, il y a vraiment de quoi continuer. Et si ça fait advenir de la parole, c'est parce que la parole, c'est quand même le symbole de l'échange. Mais de l'échange réciproque. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas une parole plus légitime qu'une autre, là. Mais on va continuer en plus. Parce que, super, ça m'intéresse beaucoup, parce que je voudrais avoir vos... On a plein de choses à dire, on a plein de choses à... On avait préparé plus de choses, mais là, on s'était parlé de plus de choses. En fait, c'est tellement riche, cette exposition et ton travail, qu'effectivement, on pourrait y passer des jours, quoi. C'est vraiment super. Ouais, on a envie de faire des focus. Hein, ouais, on a... Mais tu as tellement bien décrit chacune de tes images que... Ouais. Enfin, décrit, raconté surtout. Ouais. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre pas beaucoup de questions, quelques questions. Si vous avez une envie très, 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 très forte de poser une question, allez-y. Si votre envie est modérée, voire petite, gardez ça pour le pot, où vous pourrez avoir un échange direct avec le photographe. C'est dur de dire ça, parce que c'est sur la première question la plus dure. Hein. Bah ouais. Mais non, ils sont très forts à lire et moi pour poser des questions. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est parti. Oui, moi, c'est pas une question, c'est un... Il faut parler bien dans le micro. C'est un constat. Ce que je constate, enfin, on m'entend là, je crois, c'est que l'espace, enfin, Alger... En fait, il faut vraiment parler dans le micro parce que les gens en ligne, sinon, ne vous entendent pas. Ça. Oui, voilà. Bien dans le micro. L'espace, donc, d'Alger, comme on le voit, ou en Algérie, ou au Maghreb, ou dans tout le tiers-monde. Hein. Donc, en français, il est... il est désigné toujours d'une façon péjorative. Le bazar, c'est le foutoir, c'est ça, n'est-ce pas, hein? Le gourbi, comme a dit Nabil. Non. L'autre fille. L'autre fille. Oui, voilà, l'autre fille. Donc, donc le bazar, c'est toujours désigné de façon péjorative. Le gourbi, qui désignait, qui est aussi donc montré comme... Dans la langue française, c'est très péjoratif. Voilà. Donc, voilà, c'est le constat que je fais. Qu'est-ce que tu en penses, l'autre fille? Voilà. Est-ce que je me trompe? Non, déjà, non, je pense que dans mon travail, de manière générale, j'essaye de ne jamais, de toujours désactiver au maximum les mots péjoratifs et essayer de les retourner pour voir qu'est-ce qu'on peut entendre derrière comme positivité. Donc derrière le mot gourbi, ce qui m'a intéressé, c'est de remonter vers cette positivité-là, et c'est troublant en fait quand on arrive sur le mot proche et sur la définition du mot proche. Voilà. Mais du coup, je crois pas du tout qu'Alger soit une ville... je pense que les Algériens sont très durs avec ce qu'ils ont fait. Ils sont d'une... et d'ailleurs, c'est assez troublant quand on vit en France de voir à quel point Algériens et Français se ressemblent parfois sur ces choses-là. Je pense que c'est assez impressionnant. Moi, je pense que construire une ville, reloger tout le monde, l'étendre, voilà, il y a forcément de la brutalité là-dedans. Je pense qu'il faut pas et je pense qu'on souffre de la brutalité qu'on a pu s'imposer à nous-mêmes. Mais dans l'ensemble, moi, j'ai construit ce travail avec l'idée d'avoir une vision positive de bidonville, du bazar, en m'intéressant aux gens, en faisant j'ai parlé
d'Aurélien Bernard tout à l'heure, et je me suis dit, mais à chaque fois, je me suis dit, mais mince, il a eu ça sous les yeux, et la seule chose qui nous sort, c'est ça. Je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais donné pour avoir ce qu'il a eu à cette époque-là, en 1920, sous les yeux, parce que je me disais, c'est précieux, tous ces habitats qu'il a pu visiter, et du coup, je me suis dit, ok, c'est mon prochain travail photographique, il faut que je trouve un moyen. Mais voilà, envisager la chose sous un angle positif. Et surtout, je pense que tu as travaillé avec ma mère. Et à 10 ans, tu m'as rappelé tout à l'heure que j'étais dans ton bureau, au CNERAT, au Centre d'urbanisme d'Alger, et que ce travail était en rapport avec ça. Je pense que ma mère m'a guidé vers les bidonvilles parce qu'elle voyait que j'étais bloqué dans des formes conventionnelles de la ville. Et elle m'a dit, ce que tu cherches, c'est dans les bidonvilles, parce que le bidonville, tu peux le voir de cette manière-là, d'une façon positive, en fait. Quelque chose de négatif que tu peux retourner. Mais c'est pas de l'enchantement pour moi. C'est-à-dire, c'est pas je veux aller créer de l'enchantement là où il n'y en a pas. Je trouve que c'est autre chose, son travail. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, les images ne sont pas enchanteresses. C'est pas en train de produire un monde merveilleux. C'est pas parce qu'effectivement, on va voir de plus près les choses et qu'on va en ressortir une profondeur, une épaisseur, une complexité, une interrogation des catégories habituelles de description, qu'on l'enchante. C'est-à-dire, le mot positivité, il est... C'est pas qu'il y a le négatif et le positif. Oui. Je ne sais pas si on m'entend. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette rencontre. Du coup, je voulais juste revenir sur la toute première photo, celle où on voit votre neveu au seuil du balcon, justement. Et c'était une question que vous avez soulevée brièvement, celle de l'appropriation de cet habitat colonial, pour le coup, enfin européen du moins, par cette population nouvellement libérée. D'ailleurs, il y a un titre qui est sorti l'année dernière d'un collectif de jeunes auteuristes qui s'appelle Habiter l'indépendance, qui décrit justement cette réappropriation d'un nouveau type d'habitat découvert en quelque sorte ou réapproprié. Et on voit justement avec ces éléments de décoration, ces éléments rajoutés aux différentes, on va dire, aux différents éléments architecturaux de l'ensemble, qu'il y a eu cette réappropriation et elle se vit partout, même dans l'espace public. C'est quelque chose qui est une sorte qui est inhérent un peu à comment on vit la spatialité dans les pays des Suds, du moins. Et ça fait écho à la dernière photo qui a été présentée, donc celle où on voit la dame au seuil de la porte qui va toquer chez sa voisine, avec en arrière-plan, comme l'a évoqué Madame Lallemand, ces nouveaux immeubles, donc tout neuf, tout blanc, limite comme un mirage qui pointe le bout de leur nez comme ça, de façon assez menaçante. Et ça a un aspect assez froid comparé à la vie qu'on peut imaginer au premier plan avec cette architecture, ce qui est certes celle d'un bidonville, mais qui est organique, qui a ses propres codes et ses propres particularités. Et on en vient à se demander si il y aura dans un second temps, enfin dans un proche avenir peut-être, une réappropriation qui a pu se faire aussi sur les appartements et sur l'immeuble, enfin sur les immeubles, sur l'habitation européenne par les Algériens nouvellement indépendants, de cette nouvelle architecture imposée et proposée comme solution au bidonville, qui est celle des lotissements comme ça, des immeubles de logements sociaux qui sont assez, comment dire, qui sont limite des bidonvilles mais institutionnalisés et donc cette question est soulevée de savoir si dans un avenir proche il y aurait une appropriation et sous quelle forme et comment ça pourrait se faire selon vous, s'il y a déjà des traces, des indices à voir et à explorer. Alors, moi j'ai lu Henri Faucillon sur la vie des formes. Et je pense que c'est un auteur qui décrit les cycles de formation, en fait, des grands styles, des grandes formes et des styles qui en découlent. Et c'est très intéressant parce que je pense qu'on voit qu'il y a des choses qui ne relèvent pas finalement de la construction consciente. Et pour moi, cette image est probablement pour moi la plus importante de mon travail parce qu'elle condense ce que je recherche en photographie, mon questionnement sur la vie des formes et mon rapport à ce que je photographie, au réel, aux relations que je construis. Mais je pense qu'en fait, ça ne nous appartient pas, d'une part, parce qu'on ne sait pas comment les gens percevront demain comment ils se le réapproprieront. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'à un moment, on voit des indices par l'appropriation
Et il me semble que c'est ce que font les habitants de ce bidonville, c'est se construire un espace d'arrivée là, à l'entrée, qui devient un espace qu'on pourrait presque percevoir, comme l'a dit Emmanuel, comme un intérieur. Alors qu'en réalité, on est juste dans un extérieur qui commence à être décoré et qui, pour moi, compose déjà avec la brique du bidonville, mais aussi avec l'immeuble. Moi, je ne pense pas que l'immeuble soit contre... en fait, en réalité, on peut dire qu'il y a un début de construction paysagère inconsciente là-dedans. Je peux essayer de aussi proposer une réponse à Emmanuel. Je pense qu'effectivement, si on se projette, on ne peut pas imaginer ce qui va se passer, mais il y a toujours une appropriation qui est faite. Même des pires lieux, il y a une appropriation, voire un attachement. C'est ce que je disais. C'est quand même Mais la question peut-être qui se pose, c'est est-ce que ce seront les mêmes populations ou est-ce que ce qui est recherché dans toutes ces opérations, c'est aussi un changement sociologique de population. C'est quand même ça qui est aussi à l'œuvre. C'est-à-dire que certes, effectivement, mais c'est peut-être pas les mêmes personnes et peut-être que ce qui est à l'œuvre, c'est pas seulement le changement de la ville et de la forme dans la ville, mais peut-être ce qu'on appelle le changement sociologique. Et donc, pour aller vers des formes, alors qu'on appelle ici de gentrification, mais qu'on ne peut absolument pas plaquer de cette manière-là dans d'autres contextes socioculturels. Mais il se trouve que c'est quand même ça qui est en jeu, le changement de population. Alors écoutez, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi On a soif. je vous propose d'arrêter là pour pouvoir profiter de l'exposition, en fait. Merci beaucoup à vous deux. C'était super intéressant. Merci. Très complémentaire.